Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On devrait avoir un épisode très sympa. On a beaucoup de choses à voir ensemble. D'abord, vous le voyez, hein, mon portefeuille s'est bien redressé, les marchés se sont bien redressés, mais derrière cette hausse des marchés, ce qui est intéressant, c'est que on ne sait pas pourquoi ça monte, personne ne sait pourquoi ça monte, et pourtant il y a des gens qui font les malins. Donc on va revenir là-dessus, parce que c'est important. Également dans cet épisode, on a des nouvelles du clash, je sais pas si c'est un clash, du grand combat judiciaire entre Elon Musk et Twitter. Apparemment, Elon Musk a un nouvel argument dans cette affaire, donc j'ai pas découvert cet argument, mais on va le regarder ensemble, et je vous dirai ce que j'en pense. Et puis finalement, vous savez, en ce moment, je suis en train de m'occuper de l'allocation de mon portefeuille. Je trouve qu'il y a des poches de mon portefeuille qui ne sont pas assez développées, l'énergie notamment. Donc vous savez qu'à l'heure actuelle, je renforce la position énergie de mon portefeuille en achetant des actions Total. Mais certains d'entre vous me font des suggestions, certains d'entre vous m'ont fait notamment une suggestion, et donc on va regarder ça ensemble, et je vais vous dire si je trouve que c'est une bonne suggestion, et si je pourrais l'ajouter à mon portefeuille. Voilà, donc vous voyez, ça va être un très bel épisode. Les gars, je trouve qu'il n'y a pas assez de pouces sous ces vidéos. La proportion de j'aime par rapport au nombre de gens qui viennent. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a assez peu de dislikes, mais vous mettez très peu de j'aime. Donc les gars, poussez-moi, aidez-moi à vous apporter toujours plus de valeur, aidez-moi à faire top 1. Allez, on y va, on met un pouce bleu et on attaque. Alors, on va donc attaquer tout ça. Première chose donc, on a eu une semaine en sacrée hausse. Donc là, vous voyez, hein, le CAC 40 avait mal démarré et puis il a augmenté de 0,73%. Le SP500, donc SP500, hein, investissez dans un ETF SP500 quand même. C'est quand même la possibilité d'avoir quelque chose qui tient la route, quelque chose qui a belle allure. Donc le SP500 a augmenté de 3,65% cette semaine. Donc on verra demain si j'ai été capable de le battre. Je ne sais pas, j'ai pas fait les calculs. Nous verrons tout cela. Mais donc, hausse inattendue des marchés, et donc quand on lit ce que disent les analystes, pourquoi est-ce que les marchés auraient augmenté? Parce que la Banque centrale a tapé du poing sur la table en disant qu'elle allait beaucoup relever les taux. Et donc, ça a été bien accueilli, donc ça veut dire que quand les banques centrales haussent les taux, les marchés peuvent baisser, quand les banques centrales haussent les taux, les marchés peuvent monter, quand la Banque centrale décide de ne pas hausser les taux, ça peut monter, ou alors ça peut baisser. Donc, on ne sait absolument pas ce qui détermine la hausse et la baisse des marchés. Alors moi, du coup, j'ai une hypothèse. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que la première semaine de septembre, les gens avaient tous un petit peu la tête dans le fût. Ils étaient, voilà, j'ai pas envie de retourner travailler, ça va pas, il pleut, je suis pas content, etc. Et donc ils ont beaucoup appuyé sur le bouton rouge, ils ont beaucoup vendu. Puis là, ils commencent à se dire, ouais, mais finalement, la vie est pas si mal, enfin ça va quoi, les gars, on est pas mal là. Finalement, mes collègues, je l'aime bien, là, le café de la machine à café est pas trop mauvais. Donc voilà, on va quand même acheter un petit peu. Donc je pense que les gens ont digéré la première semaine de septembre et ils commencent à retrouver un rythme à peu près normal. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'on ne sait absolument pas pourquoi les marchés vont monter ou baisser, on ne sait absolument pas quand les marchés vont monter ou vous baisser, et ça veut dire que les gens qui vous disent, les espèces d'influenceurs à 2 balles, les espèces d'influenceurs à Dubaï, qui vous disent oui, alors moi, selon une analyse aussi bien technique que tactique, je pense que les marchés blablabla, et donc je m'engage publiquement, mais voilà, je ne vous montrerai jamais mon portefeuille, hein. Je suis un super investisseur, mais je ne vous montre jamais mon portefeuille. Voilà, je vais attendre un petit peu, je vais attendre un point bas pour me positionner, les amis, tout va bien, voilà, tac tac. Rejoignez mon groupe Telegram, hein, pour acheter ma formation. Vous ne verrez jamais mon portefeuille, mais je suis un super investisseur. Voilà, moi j'anticipe que les marchés vont baisser la semaine, vont baisser, donc je vais anticiper le point bas, et là je me renforcerai un max, hein, comme je l'ai toujours fait par le passé, j'ai toujours investi au meilleur moment par le passé. Je vous ai jamais montré mon portefeuille, vous avez jamais vu un de mes investissements, mais voilà, moi j'investis toujours au bon moment, parce que je suis un génie. D'ailleurs, si vous voulez voir ma formation, n'écoutez jamais ces gens-là. N'écoutez jamais les gens qui prétendent vous donner des conseils et dont vous n'avez jamais vu le portefeuille, dont vous n'avez jamais vu un trade. C'est absolument ridicule. Ce sont des guignols. Moi, ma stratégie, vous la connaissez. C'est une stratégie, il y a des pour, il y a des contre. J'ai une stratégie de dividendes. Vous voyez mes portefeuilles, vous voyez les actions que j'utilise. Je vous sollicite quand je veux acheter des actions. Et donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai des dividendes qui tombent régulièrement. Moi, j'ai envie de voir ce graphe qui augmente, qui augmente fortement et qui augmente sûrement.
En septembre, j'ai déjà reçu 32 euros en dividendes, et dites-vous que c'est quand même un vrai plaisir. C'est quand même un vrai plaisir d'arriver à un stade où on pourrait ne rien faire du tout, et on commence à avoir de l'argent qui rentre sur notre portefeuille. C'est quand même intéressant, c'est quand même pour moi une bonne manière d'investir. Et vous voyez, au niveau annuel, vous voyez que cette année, j'ai déjà récolté plus de 1335 euros en dividendes, donc une fois que l'État s'est servi. Hein. Et ça fait plaisir, parce que voilà, il y a un effet boule de neige maintenant qui est lancé, donc prenez le temps de célébrer ça. Prenez le temps de célébrer quand vous avez des dividendes qui rentrent, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir, vous avez travaillé dur pour avoir de l'argent, et au lieu de dépenser cet argent, au lieu de le jeter par les fenêtres, vous en immobilisez une partie, et cette partie commence à travailler pour vous. Donc pour moi, c'est quand même vraiment une très bonne manière d'investir. Alors évidemment, hein, peut-être qu'il y a des meilleures manières d'investir, mais le point c'est que vous allez le voir. Ou alors si je suis mauvais dans la manière dont j'implémente cette manière d'investir, parce que semaine après semaine, je vous partage en toute transparence mes performances. Donc vous voyez que jusqu'à présent, j'ai réussi à être au-dessus du SP500, et voilà, peut-être qu'à terme, je vais me faire dépasser par le SP500. En tout cas, vous le verrez. Donc c'est toute la différence entre un vendeur de rêve qui vous dit ouais, moi j'attends de timer le marché selon mes analyses, machin truc, au plan technique, etc., mais qui ne vous montre jamais son portefeuille. Moi, la différence, c'est que j'ai rien à vous vendre en matière d'investissement. Je partage mon expérience avec vous, et ça me fait plaisir, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, parce que c'est un sujet sur lequel, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas assez de transparence, et donc je contribue à mettre un petit peu de transparence là-dedans, pour que moins de gens se fassent arnaquer par des vendeurs de rêve. Voilà, le sujet est clos là-dessus. En tout cas, je vais continuer à partager avec vous les performances de ce portefeuille. Comme ça, vous pourrez vous dire, voilà, j'ai envie de faire un petit peu comme ça, ou alors je trouve que c'est pas une bonne stratégie, je pense que je peux faire beaucoup mieux que ça. Donc vous allez tester de votre côté. Est-ce que vous êtes capable de faire mieux que moi? En tout cas, sur cette chaîne, vous avez semaine après semaine ces petits graphiques, ces petites mesures qui vous montrent comment je performe. Alors, on avance dans cet épisode et on va se plonger dans le cas Twitter versus Elon Musk. Alors, Elon Musk, inscrivez-vous à la newsletter, ça va les gars, arrêtez. Alors, il envisageait de repousser le rachat de Twitter, inquiet d'une troisième guerre mondiale. On n'est pas à l'argument, ça c'est juste une news qui a popé cette semaine, c'est qu'il y a un échange entre Elon Musk et son avocat qui est sorti. Donc Elon Musk, juste avant de racheter Twitter, il était déjà allé loin dans le processus, hein. Il avait déjà fait une offre, etc. Il avait tout fait pour que son offre soit acceptée, et il l'envoie à son avocat. Ralentissons pour quelques jours, écrit-il au banquier. Donc c'est un banquier d'affaires. Le discours de Poutine de demain est extrêmement important. Ça n'aurait aucun sens d'acheter Twitter si nous nous dirigeons vers la troisième guerre mondiale. Et donc c'est en fait ça donne de l'eau au moulin de ceux qui disent que Elon Musk a paniqué. En fait, Elon Musk voulait racheter Twitter, et c'est pas du tout pour des raisons de faux comptes sur Twitter, etc., qu'il a décidé de repousser la vente. Il a d'abord décidé d'annuler la vente, et après il a cherché des arguments pour pouvoir justifier sa décision. Et sa décision, c'est juste que c'est un homme, c'est que il s'est retrouvé à une époque en fin de bull market, parce qu'on a eu quand même un très beau bull market en 2021. Il était tout chaud, tout feu, tout flamme. Il s'est dit voilà, je suis le king, j'ai tellement de thunes que rien peut m'arriver. Et même un milliardaire comme ça, il peut avoir des coups de mou. Et il se passe d'une période où il était de plus en plus riche. Mais vous savez, Elon Musk, il est pas tellement riche en cash. Elon Musk, il est riche en actions. Il est riche parce qu'il possède plein d'actions de sa boîte, et les actions de sa boîte avaient monté énormément. Donc on se sent super riche quand on a comme ça notre capital qui a énormément augmenté. Mais de la même manière, quand tout se casse la figure, d'un coup on se sent beaucoup plus pauvre. Et donc c'est ce qui s'est passé à Elon Musk, pour Elon Musk. Et il s'est mangé les marchés qui se crachent, plus la peur qu'on va rentrer dans une troisième guerre mondiale, etc. Et il s'est dit oulala, je vais pas rentrer dans ce deal. Il est humain, il a eu peur. Donc Elon Musk a eu peur. C'est ce qu'on retient de cette news. Et depuis, il essaie de trouver les meilleurs arguments possibles pour pouvoir se dégager de la vente. Et apparemment, il a trouvé un nouvel argument pour pouvoir se dégager de la vente, et on va le regarder ensemble. Nouvel argument d'Elon Musk contre Twitter, les indemnités versées à l'ex-chef de la sécurité. Alors pourquoi c'est un argument? Elon Musk a ajouté vendredi un élément à son dossier contre Twitter. Le réseau social a versé plus de 7 millions de dollars aux lanceurs d'alerte qui accusent l'entreprise d'avoir dissimulé des failles de sécurité. Donc, alors, avant d'aller plus loin dans cet article, je vous dis ce que
que je crois comprendre, ce serait que Twitter aurait essayé d'acheter le silence d'un lanceur d'alerte, ce serait ça. Alors, le 28 juin 2022, Twitter a conclu un accord de séparation avec Peter Zatko, selon lequel Twitter payerait des indemnités de licenciement pour 7,75 millions de dollars. Vous voyez, on est reparti sur du 75. 75, je traduis, vous voyez, je suis totalement bilingue franco-belge. On écrit les avocats franco-belges suisses, parce que je crois que les Suisses disent ça aussi. Ils disent même 90, ils disent 80, je crois, les Suisses également. Alors, ont écrit les avocats du patron de Tesla dans une lettre adressée vendredi à la directrice juridique de la plateforme. Ils reprochent à Twitter de ne pas avoir demandé à Elon Musk son assentiment pour ce versement exceptionnel, ce qui enfreint les règles du rachat. Ah oui, donc c'est ça, c'est qu'ils ont pris, à partir du moment où les gens sont engagés dans une négociation, Elon Musk doit être averti des décisions importantes pour le business prises par Twitter, et donc il essaie de faire passer ça comme une clause de rupture de contrat. Ils n'ont pas rempli leurs obligations contractuelles de leur côté. Une troisième lettre pour justifier, donc apparemment Elon Musk aurait présenté cet argument dans une lettre. Selon l'avocat de Twitter, les accusations de Peter Zatko sont truffées d'incohérences et d'inexactitudes. Il a été remercié, blablabla. Voilà, donc c'est ça son argument, c'est vous avez dépensé beaucoup d'argent pour vous séparer de quelqu'un alors qu'on était déjà en négociation, vous m'avez pas parlé de ça, vous m'avez pas donné mon avis, vous m'avez pas demandé mon avis, donc ça rompt notre contrat. Ouais, donc on va continuer de suivre ce procès. Je pense que ça va être un petit peu chaud quand même pour Elon Musk de se sortir de cette affaire, mais on va suivre ça au fur et à mesure. C'est intéressant parce que ça nous permet de voir ce que c'est que des négociations à haut niveau, ça nous permet de voir ce que sont des prises de décision à haut niveau, ce que c'est de l'argumentation quand on est à la croisée comme ça, du juridique, du politique, du financier, etc. Donc c'est intéressant de suivre ça, et je continuerai de vous en donner des nouvelles. Alors, finalement, pour poursuivre dans cet épisode, donc vous savez que quand on regarde la répartition de mon portefeuille, mon secteur énergie était quand même assez skinch. Il était tout skinch, mon secteur énergie, tout fin, il représentait seulement 1,7% de mon portefeuille, ce qui n'est pas logique quand on comprend l'importance de ce secteur dans l'économie. Donc j'ai commencé à renforcer cette position en achetant un peu de Total, vous voyez, donc j'ai augmenté ma position dans Total, et certains me disent, tu devrais aussi regarder Ruby. Donc on va regarder Ruby. Donc Ruby, c'est une entreprise qui est dans le domaine ils produisent du lubrifiant, ils produisent des carburants, ils ont apparemment des stations-service, c'est ça, hein, ils vendent de l'essence via des stations-service, hein, si on regarde la synthèse, est un opérateur indépendant spécialisé dans le pétrole et le chimique. Alors, il gagne son argent en négoce et distribution de fuel, ok. C'est ce qu'ils font via des stations-service, etc. pour l'aviation, blablabla. Ok, donc c'est effectivement quelqu'un qui, je sais pas s'ils le produisent, en tout cas ils acquièrent de l'énergie et ils le vendent. On va regarder au niveau des finances. Donc, au niveau des finances, ça se rétame. Au niveau des finances, la valeur de l'entreprise, ça baisse fortement. Le PER baisse également, donc ce serait un argument pour dire, oui, ça devient mieux valorisé. Le rendement, donc on a un rendement qui est très intéressant, et qui devrait augmenter à l'avenir, mais c'est peut-être lié au fait que la compagnie s'écroule, hein. Donc on ira voir après le cours d'action. Ça veut dire qu'ils ont peu de marge, c'est pas catastrophique, mais ça fait pas rêver. Le rapport entre le dividende et le BNA, on est dans la fourchette haute, donc ça veut dire que c'est une entreprise qui doit de plus en plus taper dans ses finances. C'est une entreprise dont le dividende occupe une part croissante du bénéfice, donc ça peut être une assez mauvaise tendance. Il y a une dette qui n'est pas absolument catastrophique, mais qui commence un petit peu à se creuser. Ouais, donc la dette, hein, quand même, ça c'est assez inquiétant. Et le free cash flow qui fait un petit peu le yo-yo, mais voilà, qui a un petit peu augmenté depuis 2019, mais c'est quand même pas génial. Bon, bah c'est pas ouf cette entreprise. On va regarder également le cours de l'action. C'est une entreprise qui a atteint des plus hauts en 2018 et qui depuis se casse la figure. Donc elle a même pas eu un rebond post-Covid. On est sur une pente vraiment descendante. C'est encore plus frappant quand
quand on se met à l'horizon de 5 ans. Donc ça veut dire que investir dans cette entreprise, donc on investit dedans pour le dividende, mais il y a quand même ce risque qu'on soit dans une value trap, donc à savoir une entreprise dont le cours d'action va se cracher de plus en plus, une entreprise qui va avoir de moins en moins d'argent pour pouvoir payer son dividende, une entreprise qui va donc au bout d'un moment devoir couper son dividende ou réduire son dividende. Donc ça fait pas rêver, hein. Pour moi c'est quelque chose qui est assez piégeux. Et là j'en reviens à quelque chose, hein, dont je vous parle souvent. Je pense que si vous n'étiez pas, votre champ de vision n'était pas barré par le fait que vous êtes prisonnier d'un PEA, donc que vous êtes obligé d'acheter des entreprises françaises ou peut-être européennes pour pouvoir investir en espérant que l'État vous vole un peu moins d'argent, vous ne regarderiez même pas une entreprise comme Ruby. Jamais vous regarderiez une entreprise comme Ruby. Vous iriez regarder des entreprises qui sont les meilleures des meilleures, c'est-à-dire des entreprises qui vont avoir à la fois une appréciation du capital et une appréciation du dividende. Parce que là, franchement, est-ce que vous pensez vraiment qu'une entreprise comme ça, qui a commencé à entrer dans une grosse phase de déclin, va retourner complètement la tendance dans un secteur comme ça? Vous pensez vraiment qu'une entreprise qui négocie du gaz et du pétrole va d'un coup commencer à se retourner, à devenir la super entreprise du futur? Donc non, pour moi c'est pas une super idée. Donc vous pouvez jouer un coup en vous disant bah voilà, je l'achète sur un point bas, je profite d'un super dividende, mais imaginez que ça descende, je sais pas moi, à 15 euros, à 10 euros, à 9 euros. Bah voilà, vous aurez jeté votre argent par les fenêtres. Donc arrêtez de croire que parce que l'État vous donne cette petite opportunité, qu'il vous taxe moins sur les dividendes, etc. Enfin voilà, ce n'est pas une bonne affaire si le résultat c'est que quand vous investissez, bah vous allez regarder des entreprises de seconde, de troisième zone, de quatrième zone. Vous n'allez pas vous enrichir comme ça. Vous n'allez pas protéger votre capital comme ça. Vous n'allez pas bâtir un avenir financier solide comme ça. Donc je ne compte pas ajouter Ruby à mon portefeuille. Si j'ajoute Total Energy, c'est parce que, enfin, regardez la différence avec Total Energy. Total Energy, vous avez une entreprise qui a un dividende qui est important, une entreprise qui a été capable de l'augmenter récemment. Et si vous vous mettez au maximum, bah vous avez une entreprise qui effectivement est un petit peu sur le déclin, mais c'est quand même moins catastrophique que ce que vous avez chez Ruby. Si vous voulez, Total, pour moi, c'est ma limite. C'est ma limite. J'investis dedans parce que, enfin, j'imagine que si j'investissais dans l'équivalent américain de Total, ce serait peut-être une meilleure affaire. Voilà, j'ai un petit peu de patriotisme qui me masque la vue, mais sinon, voilà, pour que j'investisse dans une entreprise, il faut que ce soit les meilleurs des meilleurs. Et je vais pas commencer à restreindre mon champ de vision et restreindre mon champ d'action parce que, voilà, j'espère avoir un meilleur avantage fiscal ou je sais pas quoi. Évidemment que c'est intéressant d'être moins ponctionné, mais si le résultat c'est que votre argent se casse la figure parce que vous n'investissez que dans un tout petit précaré, pour moi c'est un mauvais calcul. Encore une fois, hein, n'oubliez pas que pour qu'une stratégie de dividende fonctionne, c'est-à-dire que pour que vous ayez une belle courbe comme ça sur le long terme, parce qu'au bout d'un moment, moi je vais prendre ces dividendes, je vais arrêter de les réinvestir, mais l'objectif c'est que le jour où je vais commencer à vivre de mes dividendes et arrêter de les réinvestir, bah ça continue quand même de croître, ça va continuer quand même de croître. Pourquoi? Parce que j'investis dans des entreprises qui sont de belles entreprises, des entreprises solides, des entreprises qui ont de belles perspectives de croissance, et donc que mon revenu va continuer d'augmenter parce que ces entreprises vont continuer d'augmenter leurs dividendes à l'avenir. Alors quand vous êtes dans une boîte comme Ruby, franchement, je pense pas que cette entreprise va être capable d'augmenter fortement son dividende à l'avenir. Voilà, c'est un dividende qui est quand même un petit peu en train de stagner. Donc je souhaite me tromper, hein, je souhaite que si vous investissez là-dedans, vous ayez un avenir radieux, mais ça ne me fait pas rêver. Voilà, moi mon objectif c'est que ça grandisse parce que je vais réinvestir les dividendes, parce que je vais investir régulièrement, mais aussi parce que j'investis dans des entreprises qui sont en suffisamment bonne santé financière pour pouvoir augmenter ce dividende. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Ceci dit, j'espère que cet épisode vous a plu, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.